La Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu, la BNF invite le dessinateur Alan Lee à s'entretenir avec Marie Bretagnol. Bonsoir. Bonsoir, merci à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va pouvoir trouver une place. Donc je suis Vincent Ferré, j'enseigne la littérature générale et comparée. Et je suis aussi content que vous d'entendre dans quelques instants Alan Lee parler avec Marie Bretagnol, qui est doctorante dans la même université Paris-Est Créteil. La BNF a eu cette belle idée de consacrer un hommage à Christopher Tolkien. Et avec l'accord de la famille Bailey Tolkien en particulier, Adam et Rachel Tolkien, Bailey Tolkien, Madame Tolkien, nous a envoyé 5 photographies. Il y en avait au moins 3 que je ne connaissais pas. Et on va les regarder ensemble et ils m'ont demandé de relire un texte que j'avais préparé pour lui. J'ai eu la chance de connaître un peu Christopher Tolkien pendant ces 15 dernières années, mais d'autres sont mieux placés que moi pour évoquer sa personne, sa bienveillance, sa grande humilité, trop grande, sa malice parfois, ses opinions tranchées sur le monde et la politique, ses goûts musicaux. Je vais plutôt évoquer ici Christopher Tolkien comme auteur. Évoquer ce qui nous reste de lui, en particulier sa voix, qui résonne encore et que l'on entend dès son premier livre, l'édition de la saga de Heidrek qu'il a publiée à l'âge de 36 ans. On y perçoit une rigueur, un désir de partager ce qu'il était le seul à pouvoir partager. On y sentait ce désir très particulier et personnel de révéler au public de grands monuments littéraires oubliés qui forment notre patrimoine commun désormais grâce à des érudits comme lui. Un désir et une volonté d'exhumer derrière la saga ce qui était au cœur, à l'origine de cette histoire, donc de trouver la vérité au mieux de ses connaissances et de ses capacités pour la révéler à tous. C'est ce même désir de partager, cet enthousiasme qui touchait à Oxford un large public d'étudiants et qui a traversé toute sa vie d'écrivain. Là, on le voit en 2006 dans son bureau, en train de travailler à ce qui sera Les Enfants de Húrin. Je voulais aussi me faire le porte-parole, le porte-voix de millions de lecteurs dans le monde. Depuis le jeudi 16 janvier, il y a 3 semaines, sont arrivés des dizaines de milliers de témoignages en toutes les langues. Des messages en anglais, en espagnol, en français, en turc, en norvégien, en brésilien, en japonais. Ce jeudi soir, le monde entier semblait être en deuil. Tous célébraient un homme de lettres et voulaient remercier Christopher Tolkien pour ce qu'il a réalisé. Tous ne le connaissaient pas, mais avaient l'impression de le connaître un peu grâce à cette voix que l'on retrouve dans tous ses textes. Celle des contes inachevés, celle qui parcourt Beren et Luthien et la chute de Gondolin, où il nous guide lecteur au fil d'une histoire, celle du Silmarillion bien sûr, avec toujours ce même souci de précision, d'attention à chaque détail. Nous tous, lecteurs, nous traducteurs, nous étions heureux à chaque nouveau livre. Vous le savez, dans certaines introductions, il a annoncé que ce serait son dernier livre. Et non, Beowulf, traduction et commentaire, ne serait pas le dernier livre de Christopher Tolkien comme il le suggérait. Beren et Luthien non plus. Mais Christopher Tolkien nous avait prévenus. La chute de Gondolin risquait bien cette fois d'être sa dernière œuvre, même si cela nous semblait impensable. Et tous ses lecteurs, depuis ce jeudi soir, 16 janvier, le remercient d'avoir donné accès à des textes qui, sans lui, seraient restés inconnus, alors qu'il aurait pu garder pour lui seul toutes ses connaissances. Parmi les nombreuses lettres que Christopher a reçues de son père, John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, une résonne fortement aujourd'hui, je la cite. « Tu as été, écrit son père à Christopher, tu as été un présent si spécial pour moi, et j'ai toujours été consolé par la certitude que cela ne connaîtra jamais de fin. » Ces mots, je vais me permettre de les reprendre pour dire que l'œuvre de Christopher Tolkien est un présent, un cadeau pour tous ses lecteurs passés et à venir, un présent qui ne connaîtra pas de fin. À propos de la mort d'un autre écrivain, Marcel Proust a parlé de l'existence de 2 mondes, le monde où nous vivons et le monde d'où viennent les créateurs. Je le cite pour terminer. Il n'y a aucune raison, écrit Proust, dans nos conditions de vie sur cette terre, pour que l'artiste cultivé se croie obligé de recommencer 20 fois un même travail. Ces obligations qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule,
le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci. Et je voulais remercier Christopher Tolkien d'avoir été à la fois dans le monde des écrivains, des créateurs, et dans notre monde à nous lecteurs, pour lequel il a tant fait. Je vous remercie. La bibliothèque a une histoire longue avec Tolkien. En 2003, il m'a été donné de lancer le 3e volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux avec Peter Jackson et l'ensemble de l'équipe du film, ici à la bibliothèque. Et pour ce faire, j'ai eu la chance d'aller voir un homme exceptionnel au bout du monde. Un homme étonnant, un homme qui dessine. Car l'homme que nous allons voir ce soir est un immense artiste. C'est un homme qui a donné, qui a traduit, qui a donné des figures, une image au monde de Tolkien. Il a été, en 92, appelé à illustrer l'édition du centenaire de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et puis ensuite, depuis 1993, il a été happé par ce monde, à la fois par le monde de l'imprimé, du côté du livre, mais aussi happé par le monde de l'image mouvement, puisqu'il a été appelé par Peter Jackson au tout début des années 2000, pour produire et inventer, créer ce monde imaginaire qu'un autre artiste, écrivain mais artiste, et combien dessinateur lui-même, Tolkien, avait imaginé dans ses récits. Je suis parti et j'ai donc rencontré Alan Lee à Wellington. C'était très 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 loin. J'avais vraiment l'impression d'avoir traversé la mer pour aller dans un pays où j'ai rencontré un elfe. C'était un elfe muet, parce que en fait de dialogue et en fait de conversation, on a passé une semaine pratiquement ensemble dans un grand hangar où il y avait des milliers de dessins, des milliers de carnets. Ce sont ces dessins, ces carnets qu'il avait croqués au fil des jours, au fil des tournages, pour faire produire des maquettes de villes, des maquettes de maisons, des costumes, des armures, etc. Et donc j'ai passé une semaine avec un homme qui dessine. Il m'a donné une centaine de grands dessins pour la bibliothèque. Je suis revenu avec ces dessins et nous avons fait à la bibliothèque la première exposition française autour de Tolkien à la fin novembre 2004, je crois. C'est 2004. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Vincent Ferré, la première fois que nous avons imaginé un colloque et bien d'autres choses autour de ce lancement du dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux en film. Donc j'ai l'immense plaisir ce soir, et pour clore le cycle Tolkien, d'accueillir Alan Lee, que je vous demande d'applaudir très, très chaleureusement. Merci. Bonsoir. Merci à vous d'être présents et merci à la BNF pour l'organisation de cette rencontre. Good evening, Alan, and thank you for coming tonight. Bonsoir Alan, merci d'être To venu introduce ce soir. you briefly to the people who may not know you. À ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, vous êtes surtout connu pour votre travail en tant qu'illustrateur et comme directeur artistique pour le cinéma, et notamment les 2 trilogies qu'a réalisé Peter Jackson. Vous avez commencé votre carrière loin de la Terre du Milieu en créant des couvertures pour des livres et des illustrations pour des magazines. Votre première œuvre
importante était un livre sur les contes de fées, créé avec Brian Froud en 1978. Ensuite, vous vous êtes tourné vers les légendes galloises en illustrant un recueil intitulé en anglais The Mabinogion. Il y en a eu ensuite un autre, un livre qui s'appelait Castles, qui évoquait les lieux mythiques de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Votre amour pour le folklore, les mythes, les légendes semble avoir nourri tout votre travail depuis. Jusqu'à ces dernières années, où vous avez pu illustrer le passé mythique que Tolkien avait créé pour la Terre du Milieu. À part le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, les livres que vous avez illustrés n'auraient jamais été publiés sans le travail de Christopher Tolkien. Pouvez-vous nous en dire un peu davantage sur votre collaboration avec lui? Il admirait beaucoup votre travail qu'il avait loué dans la préface à La chute de Gwendoline. Merci. Je conçois l'art de l'illustration comme un art de la collaboration. Et c'est merveilleux de travailler avec un écrivain, d'échanger des idées, de débattre et de s'assurer que l'auteur se sent totalement en harmonie et totalement satisfait de mon travail, de ce que je propose, de ce que je viens ajouter à ce mélange. J'ai eu le privilège de travailler avec certains auteurs de très près et ça m'a beaucoup plu. Mais très souvent, quand on travaille, plus souvent quand j'ai travaillé avec le folklore, le mythe, il s'agit de remonter dans le temps pour retrouver le présent qu'a vécu l'auteur et participer à cette tradition orale. Avec l'œuvre de Tolkien, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler de près avec Christopher Tolkien plusieurs fois. Et c'était magnifique, quelque chose auquel j'accorderai toujours de la valeur. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer son père, mais Christopher est sans doute la manière la plus proche, justement, d'approcher l'esprit de Tolkien. Et on a travaillé de façon très liée, en particulier sur les enfants de Urine, Luthien. Est-ce qu'il avait des commentaires, parfois des remarques, des suggestions sur votre travail? Oui, il avait une idée très précise de choses qu'il ne voulait pas voir dans ses dessins, ce qui était intéressant. Et bien sûr, je respectais ça. Parce qu'il avait toujours le bon instinct. Par exemple, il ne voulait pas que j'illustre le Morgoth. Il ne voulait pas en fait qu'on montre la présence de quelque chose qui était un mal quasi indescriptible, quelque chose qui devait être au-delà en fait de ce qu'on peut réaliser avec un dessin. Pour lui, c'était mieux de l'évoquer simplement par les mots. Ça m'a soulagée de ne pas avoir à m'en préoccuper. Et aussi de pouvoir me concentrer davantage sur les paysages, plutôt que d'être trop près des personnages. C'est aussi un des points qu'il a soulevé quand j'ai commencé à illustrer Le Seigneur des Anneaux. Et il pensait qu'il serait préférable de se préoccuper davantage des lieux, des paysages, de créer des décors, en fait, plutôt que de dessiner les personnages de trop près. Quand vous illustrez Tolkien, où vous situez-vous en tant qu'artiste? Est-ce que vous vous projetez dans la Terre du Milieu, au milieu des personnages, ou est-ce que vous voyez comme un spectateur extérieur? Quand on prend quelque chose comme la Terre du Milieu, qui est vraiment un endroit si détaillé, si précis, d'un auteur vraiment extraordinaire, il faut énormément de respect.
pour ce qu'essaye de faire l'auteur. Donc il faut vraiment scruter le texte de très près et faire aussi très attention aux images, parce que lui aussi a produit des illustrations qui donnent une idée très très claire de ce qu'il avait en tête. Donc ça aide énormément. Mais je pense que l'approche que j'ai de l'illustration, en particulier par rapport à la Terre du Milieu, c'est que pour moi, c'est simplement une autre version de notre propre monde. Quand nous sommes plongés dans une histoire, on développe tout un imaginaire, une imagerie mentale à partir de nos propres expériences, nos propres voyages, nos propres rencontres, les choix que nous avons pu faire. Et donc, en fait, vous lisez une histoire sur le Morgoth, mais l'image que vous avez en tête, en fait, est basée sur votre propre expérience. On crée, en fait, une sorte de réalité alternative, plutôt qu'un monde qui serait de l'ordre du fantastique. Et c'est ce que je fais, moi aussi. J'utilise mes propres expériences, mon vécu, et je les place dans ce monde de fiction. Est-ce que votre perception de Tolkien, de ses histoires, a changé au fil des années avec la publication des textes plus récents comme Beren et Luthien? Eh bien, j'ai commencé par Le Seigneur des Anneaux. En fait, c'est le premier livre que j'avais lu à l'âge de 17 ans, le premier livre de Tolkien. Donc j'avais déjà une longue histoire avec ce texte-là et je m'étais déjà fait des images des personnages qui saturaient déjà mon propre imaginaire depuis déjà plusieurs dizaines d'années, en fait, au moment où j'ai vraiment commencé à essayer d'illustrer moi-même. Je ne connaissais pas si bien les histoires du premier âge. Je crois que quand j'en suis arrivée aux 3 grands contes, les enfants de Húrin, en premier, pour moi, il y avait une qualité très différente dans ces textes par rapport au Seigneur des Anneaux. Il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la tragédie. Et j'avais besoin de refléter cette atmosphère sombre dans les illustrations. Alors que Beren et Luthien, par contre, c'est plus presque un conte de fées, assez romantique. Et la chute de Gondolin, c'est une quête épique, une aventure. Donc chacun de ces grands contes avait des qualités différentes que j'essayais de refléter dans le choix de la palette de couleurs, la composition des images. La chute de Gondolin est un conte très sombre. Et pourtant, vos illustrations sont plutôt colorées par rapport à celles que vous aviez créées pour Le Seigneur des Anneaux ou pour Les Enfants de Húrin. Est-ce que vous choisissez votre palette de couleurs avant de vous lancer dans une série d'illustrations? Je n'y réfléchis pas tant que ça. En fait, je ne pense pas vraiment en couleurs. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le noir et blanc. Je pense plutôt en termes d'ambiance. Une atmosphère, une forme de dynamique aussi dans l'histoire qui peut se refléter dans la composition de l'image. En fait, j'essaie d'éviter de penser aux couleurs jusqu'à ce qu'elles soient devant moi et que je me retrouve à expérimenter avec les couleurs. Parfois, je fais des toutes petites esquisses en couleurs, en aquarelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je réfléchis et que je trouve ce que je vais faire avec les couleurs.
si je vais rester dans quelque chose d'assez simple ou si je vais avoir davantage de couleurs. L'exposition de la BNF célèbre Tolkien en tant qu'écrivain, en tant qu'universitaire, en tant qu'artiste. Comment est-ce que vous avez découvert ses propres illustrations et comment est-ce qu'elles vous ont inspiré? Les premières illustrations de Tolkien que j'ai vues, je pense, c'était celles pour le Hobbit, que j'ai adorées. Je les ai trouvées fantastiques. Et puis progressivement, les livres ont été publiés avec de nouveaux exemples de son travail, de ses illustrations. Et c'était fascinant de voir la quantité de détails qu'il était capable d'utiliser, des broderies, des ornementations, des choses extrêmement complexes. En fait, j'ai collectionné ces livres et ils ont toujours été une référence pour moi, une source d'inspiration. Oui, je les ai bien utilisés. Et puis, voir les originaux ici à l'exposition, ça a été une vraie révélation en fait. Parce que les reproductions ne donnent pas la même impression de cette qualité qu'elles ont. Ce sont des vrais joyaux, il y a une finesse, une délicatesse. Donc oui, je suis un très grand fan de son travail d'illustration. Certaines de vos illustrations rendent hommage aux œuvres de Tolkien, comme sa fameuse aquarelle de Fontcombe qui vous a inspiré pour certaines illustrations du Seigneur des Anneaux. Mais pensez-vous qu'il soit possible d'imaginer la Terre du Milieu de manière différente de celle qu'avait déjà préparée Tolkien par ses illustrations? Bien sûr. Il y a certainement plein de façons différentes de l'illustrer pour chaque histoire. Moi, je me sens davantage contraint par ma propre approche, par ce avec quoi je suis à l'aise et ce dont quoi je suis plus douée. J'aime travailler en aquarelle, ce qui est un médium ou aussi du fusain, du crayon, ce qui est un médium assez évasif finalement. Je crois que j'essaie toujours de garder un certain flou sur les choses, de ne pas être trop précis. J'essaie de ne pas dire, voilà, c'est comme ça. C'est à ça que ça ressemble. Et je pense que l'aquarelle a ce côté légèrement mouvant, un petit peu évasif, qui permet, en tout cas je l'espère, qui permet au lecteur de regarder les images et de se dire, tiens, c'est assez proche de ce que j'avais en tête. Et c'est vraiment parce que je veux éviter de leur mettre trop de détails, en fait. Ça laisse plus de place au lecteur pour achever l'image dans sa tête et pour avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui lui appartient là-dedans. Quand vous avez illustré le Hobbit, vous aviez les illustrations de Tolkien en guise de référence, mais est-ce que vous les avez regardées de plus près ou est-ce que vous vous êtes concentré sur le texte? Le texte, c'est le principal. En fait, il s'agit surtout de lire le texte de très très près, en faisant des allers-retours, en prenant des notes, en notant des petits détails qu'on risque d'oublier sinon. C'est très facile de se tromper, en particulier dans un univers aussi immense et aussi détaillé. Donc j'essaye d'éviter de faire des erreurs. Dans les dessins de Tolkien, en fait, je vois quelque chose de très utile pour mieux comprendre la topographie, de même que les cartes aident beaucoup à connaître précisément l'endroit où vous vous trouvez au sein de ce paysage.
dans quel sens on se tourne, est-ce qu'on est vers le nord, le sud, est-ce qu'on voit le soleil, la lune. J'essaie de faire très attention à tous ces éléments. Parce que même quand on regarde les images, en fait, on n'enregistre pas vraiment tous les détails. Et bien sûr, on n'est pas en train de chercher les erreurs, mais je pense que quand quelque chose n'a pas été vraiment travaillé jusqu'au bout, on y croit moins. C'est moins crédible, c'est presque subliminal. Est-ce que vous laissez parfois des indices dans vos illustrations pour que le lecteur attentif puisse plonger plus profondément dans la terre du milieu? Par exemple, dans vos images pour Osgiliath, vous avez fait allusion à l'histoire de Numénor avec un décor sculpté, avec des bateaux sur une mer pendant une tempête. Oui, j'essaie toujours, en fait, dès qu'une occasion se présente, et c'est une occasion parce qu'en fait on a le temps, il y a des matériaux, il y a de l'espace, donc j'essaie toujours de glisser autre chose là-dedans qui n'est pas forcément vital pour l'histoire, mais où le spectateur peut peut-être découvrir quelque chose, s'en rendre compte et peut-être remonter davantage dans le temps, avoir un point de vue un peu plus en profondeur. Je pense que c'est particulièrement vrai quand on fait des films. Quand on a fait ces films, on essayait de reproduire visuellement ce que Tolkien avait fait par les mots, par les descriptions. Et la profondeur historique, en fait, qu'il avait imaginée pour chaque personnage, pour chaque scène. On essayait d'avoir ce sentiment de l'histoire, du temps qui passe. Et on voulait que ça se reflète dans les bâtiments, les armes, les armures, tous les différents éléments qu'on a créés pour le film. Et on n'arrêtait pas d'ajouter des petits éléments narratifs, en fait, dans le contexte. Juste dans le décor, pour donner cette impression que même si, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, tout a été imaginé avec une certaine profondeur de champ. Il y a toujours un tableau, une toile de fond, et il y a une forme de narration là-dedans. Pour revenir à vos illustrations, en combinant différents aspects en une seule image, vous créez des illustrations qui parfois vont au-delà du texte qu'elles illustrent. Y a-t-il une scène d'une histoire de la Terre du Milieu que vous n'avez pas illustrée encore, mais que vous aimeriez illustrer ? Oui, il y en a. Laquelle ? Peut-être que ce serait trop en dire, parce qu'en fait, le travail sur la Terre du Milieu n'est pas tout à fait terminé. Mais je n'ai pas illustré le Silmarillion, c'est vrai. Il y en a tellement. Je n'ai pas forcément envie de me concentrer sur les grands moments des histoires, parce que c'est là où l'auteur a placé tous ses efforts. Tout aboutit à ces moments-là. Et il y a des grandes confrontations dramatiques. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le décor. C'est l'environnement, le contexte de ces scènes. Donc si je dois penser à des moments que je n'ai pas illustrés, c'est plutôt des endroits que je n'ai pas encore eu l'occasion de dessiner. Et en fait, il y en a encore beaucoup. Donc où avez-vous envie d'aller dans vos prochaines aventures ? Eh bien, à Numenor, par exemple. À Numenor. Je ne suis jamais allée. Est-ce que vos illustrations évoluent beaucoup entre les esquisses et la version finale ? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos techniques ?
Il faudrait que j'explique déjà que les images que vous voyez derrière moi viennent d'esquisses que j'ai faites pendant que je travaillais sur les livres et les films. Et aussi pour quelques autres projets d'ailleurs qui n'étaient pas forcément liés à Tolkien. Mais elles donnent une idée de mon travail en général. Les esquisses pour le Hobbit, par exemple, les croquis montrent comment on passe d'une idée générale, l'objectif général du livre, et qu'on le décompose en pages pour avoir la dynamique générale des images. Et on commence en fait par faire des toutes petites esquisses. On ne met pas trop de détails. L'idée, c'est vraiment d'avoir une version très très simple des événements qui vont faire avancer le livre. Ensuite, on dessine, on tente différentes idées de composition. Et après, on en arrive au moment où on fait des dessins à taille finale, où il s'agit de travailler toutes les petites difficultés qu'on peut rencontrer pour essayer vraiment d'être le plus précis possible, pour que les personnages fonctionnent, que les silhouettes fonctionnent. En fait, ça peut prendre beaucoup de temps. Parfois, il faut des semaines avant d'en arriver à cette étape-là. Et puis ensuite, on passe au papier à l'aquarelle. J'utilise un crayon. Je trace vraiment les contours avec une sorte de calque sur le papier à aquarelle. Et j'ai une sorte de papier transfert en fait qui me permet de passer d'un plan à l'autre et de redessiner pour avoir vraiment des détails extrêmement légers et très très fins, très précis sur ce papier pour aquarelle qui vont créer en fait le squelette de l'image. Mais j'aime laisser autant d'espace possible à la peinture. Donc il y a souvent des espaces assez importants, en fait, des parts assez importantes du tableau, de l'esquisse qui vont être vraiment très peu dessinées et ça va se résoudre au moment de l'application de la peinture. Parce que l'aquarelle a vraiment cette dynamique très particulière. Et en fait, ça n'aboutit jamais exactement à ce que vous imaginiez. Vous y mettez de l'eau et puis ça part dans différentes directions. Et donc on réagit à ça en ajoutant plus de peinture, en ajoutant plus d'eau. Donc c'est une sorte de dialogue en fait avec le matériau, plutôt qu'un plan précis qu'on applique, qu'on suit. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant dans votre travail? Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous faites des illustrations? Eh bien, j'aime bien ce moment de préparation. C'est peut-être la partie la plus créative, finalement, du travail. Et c'est le moment où on invente. On a de nouvelles idées. Assez rapidement, on essaie de les préciser. Il y a des moments... La finition, en fait, des images qui sont aussi assez agréables quand ça commence vraiment à prendre forme. Parfois, il y a des surprises. Ça peut partir dans une direction légèrement différente. Mais il y a aussi beaucoup d'angoisse et beaucoup de doutes dans tout ce processus quand on produit une image. On n'est pas toujours complètement content de ce qu'on fait. Parfois, c'est même assez douloureux. Mais quand ça se passe bien, à la fin, quand ça commence à prendre une forme acceptable, là, c'est très agréable. Et puis ensuite,
La dernière part, c'est de tenir le livre fini entre ses mains et c'est probablement le moment le plus agréable. À vos yeux, qu'est-ce qui fait une bonne illustration? Comment savez-vous que votre illustration est réussie? C'est une question difficile. C'est une sensation. Alors, quand je peins, ce n'est pas particulièrement différent de ce que je ressentais quand j'étais enfant, que je construisais un petit château en carton. Cette sensation d'être totalement engagé, être plongé dans le moment. Et disons que je reconnais ces mêmes sensations que j'avais quand j'étais petit et que j'ai continué à ressentir tout au long de ma carrière. Et cette sensation aussi de reconnaître quand le matériau travaille avec soi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'aquarelle. L'aquarelle répond bien à ce que j'essaye de faire. Trop souvent, on se sent déçu. On ne se sent pas aidé par le médium qu'on utilise. Et moi, ça m'est arrivé de commencer d'une certaine manière et de reprendre depuis le début avec un autre médium. Lorsque j'ai préparé cet entretien, j'ai demandé autour de moi s'il y avait des questions pour vous. Et Joël Mériner, qui étudie les illustrations de Tolkien, avait une question. Est-ce que vous pensez que vos illustrations prennent un sens différent lorsqu'on les voit séparément du texte, par exemple, quand on les voit dans un musée ou lors d'une exposition? Alors, mes illustrations ont été l'objet d'expositions, mais clairement, la plupart de mon travail se compose d'illustrations qui sont intimement liées à un texte. Et donc, lorsque les gens voient mes illustrations, généralement, ils font le lien avec le texte. Je ne crois pas que l'intérêt premier est un intérêt purement artistique, isolé de l'histoire en elle-même. Ceci étant, dans certains cas, mes illustrations ont une qualité générale qui dépasse un personnage précis ou un paysage précis parce qu'il s'agit d'un archétype. Et dans ces cas-là, si la personne qui regarde l'illustration ne connaît pas l'histoire à laquelle l'illustration est reliée, il leur est possible de donner un autre sens. Par exemple, dans le cas de Gandalf, on pourrait tout aussi bien penser à Merlin ou à un personnage chamanique qui aurait les mêmes qualités que Gandalf. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Si, tout à fait. Benjamin aurait voulu vous poser la question suivante. Avez-vous déjà été tenté d'écrire et d'illustrer vos propres histoires? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'écris un peu. J'ai travaillé sur des histoires, certaines depuis 15 ou 20 ans. Alors, j'avance, je travaille dessus et puis on me passe une commande, donc j'arrête et je passe à autre chose.
Peut-être qu'un jour, j'arriverai au bout d'une de ces histoires. J'aime énormément le processus. Le processus d'écriture, c'est un peu comme le processus de l'illustration. Je commence par une ligne, puis des formes apparaissent. Et c'est à ce moment que petit à petit je déciderai ce que ça sera. Peut-être que ce sera un arbre, une cape, une robe, un rocher. Il y a quelque chose de très intuitif dans le dessin. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec l'écriture. On n'a pas nécessairement un plan, on commence avec quelques mots. Peut-être que ça n'a pas vraiment de sens. Et puis on essaye de voir si ça va nous mener quelque part. Donc oui, j'ai écrit et puis peut-être que j'en ferai un peu plus par la suite. Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à des illustrations ? Oui, oui, tout à fait. Mais je ne pense pas à faire les deux en même temps. Je me concentre sur l'écriture. Et puis, je laisse les illustrations pour la fin. Donc, vous ne travaillez pas comme Tolkien qui écrivait et qui illustrait en même temps, on le voit dans l'exposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, je n'ai pas commencé à dessiner du tout. La première chose qui m'est venue, c'est écrire. Des histoires d'elfes, d'enchanteurs. Ce n'est que plus tard que j'ai illustré ce genre de choses. Si vous aviez le choix d'illustrer n'importe quel livre, quel que soit son succès ou sa date de publication, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? La date de publication, pour moi, est importante parce que j'ai du mal avec les dates limites, les dates butoirs. Je n'ai aucun sens du temps, de la pression. Et si je n'avais pas de pression ou de date limite, alors là, ce serait absolument incroyable. Ceci étant dit, il y a énormément d'ouvrages que j'aimerais illustrer. Le Kalevala, par exemple. Un des ouvrages préférés de Tolkien. J'aurais adoré illustrer cet ouvrage. Et évidemment, les mythes celtiques, les histoires arthuriennes. Nomengast, je ne sais pas si c'est un nom qu'on connaît en France. Sa trilogie, évidemment. Il me semble que John Howe a fait des illustrations de certaines de ses couvertures. Oui, oui, moi aussi. Tout à fait. Donc, les mythes, les légendes, les contes vous intéressent. Mais y a-t-il un genre que vous n'avez pas essayé, que vous aimeriez essayer un jour d'illustrer ? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à travailler, les premières couvertures de livres que j'ai faites pendant 5 ans, ça a été des illustrations de magazines pour femmes, des publicités. Mais avant même ça, ça a été des illustrations de romans modernes, comiques. C'était assez humoristique. Et ensuite, naturellement, je me suis dirigée vers les romans historiques, le genre fantastique. Mais de temps à autre, j'ai été amenée à faire, par exemple, Robert Amsaux,
des choses plus modernes. Et ça m'intéresserait de voir si je serais capable de faire des illustrations de fiction contemporaine, ce qui me libérerait peut-être de ce devoir d'être réaliste, et peut-être que ça me permettrait d'être un peu plus étrange dans ma manière d'aborder l'illustration. Peut-être que ça me permettrait de créer quelque chose de plus étrange. Mais je n'ai encore jamais fait quelque chose comme ça, et je me demande parfois si je pourrais un jour changer de style. J'ai la sensation que je n'aurai pas l'occasion de faire ça, mais parfois je me pose la question. Y a-t-il des artistes contemporains que vous admirez particulièrement? Oui. David McKean, je ne sais pas si ce nom vous parle. C'est vraiment un des artistes graphiques les plus brillants que je connaisse. Il illustre des romans graphiques, mais il a un style très intéressant, très inventif. Il a récemment fait un ouvrage qui s'appelle Black Dog, qui est vraiment un chef-d'œuvre du point de vue graphique. Donc j'admire cette personne tout particulièrement. C'est un artiste brillant. Pour moi, c'est un personnage qui représente la Renaissance. John Howe, évidemment. Mais en réalité, il existe énormément d'artistes tout à fait brillants que je découvre sur Facebook, sur Twitter. Il y en a tellement que ce serait difficile d'en faire la liste. Beaucoup de très, très grands talents. Même dans l'utilisation de Photoshop. Je pense à des artistes qui viennent de Russie, notamment, qui donnent l'impression d'avoir un système, une école d'art qui leur donne un talent, une technique assez extraordinaire. Gennady Spirin, par exemple, et puis Olga Dugina et André Dugin, qui ont fait des livres pour enfants absolument magnifiques. Mais vraiment, encore une fois, beaucoup de gens très talentueux, bien plus talentueux que moi, et qui viennent de Russie. Je ne suis pas sûre que les gens ici dans la salle seront d'accord avec vous. Vous mentionnez des artistes qui travaillent avec Photoshop. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de Photoshop dans l'art contemporain par rapport à des techniques plus traditionnelles? Bon, personnellement, je trouve ça incroyable, l'utilisation de Photoshop, notamment dans les films où on utilise un écran vert et où on fait à peu près ce qu'on veut. C'est très pratique pour des scènes complexes dans les films. Mais n'utiliser que Photoshop dans les illustrations, je dirais que ça efface la spécificité de l'artiste. Et donc, si l'on regarde des peintures faites avec Photoshop,
Et on ne voit pas les mêmes différences que dans une œuvre faite en mode analogue. L'individualité ressort beaucoup plus dans le deuxième cas. Il nous reste quelques minutes. Peut-être que vous pourriez nous parler des illustrations qui sont diffusées à l'écran. Alors, il s'agit ici d'illustrations pour Beren et Luthien. Ici, vous voyez une héroïne, Luthien, qui est une sorte de princesse de conte, de fée, mais qui a des qualités extraordinaires, qui a certains pouvoirs. Et donc, elle sauve le monde en permanence, finalement. Ici, vous avez la couverture d'un ouvrage qui s'appelle The Wanderer. Il s'agit d'une série de poèmes en anglais ancien. Et les poèmes sont absolument extraordinaires. Il s'agit de poèmes que Tolkien connaissait très très bien. Et ces poèmes ont sans doute inspiré une partie des voyages dans la Terre du Milieu. Et donc j'étais très attirée par ces poèmes en particulier. Ici, vous avez The Dream of the Druid, le rêve du druide. Ici, vous avez la chute de Gondolin. Et donc, il s'agit de la destruction de la civilisation, en résumé, avec beaucoup d'illustrations épiques, une exode. Donc, c'est vraiment un récit apocalyptique. Ici, vous avez un exemple de dessin pour une couverture. Et j'aime faire des débuts de chapitres au crayon. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir passer par toutes les images, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'être ici aujourd'hui. Et maintenant, peut-être que l'on peut se tourner vers le public pour les questions supplémentaires. Donc il devrait y avoir un microphone quelque part. Is François around? Oh, there's a microphone. Oh, here's a microphone. So It's an ice raise cream. your hand I'm if you not want sure. to ask a question. Yeah. Donc si quelqu'un souhaite poser des questions, Maybe stand up, so levez-vous peut-être pour qu'on vous voit un peu mieux. we can't hear you. It was an ice cream. C'était une glace, tout à fait. Hello, thank you very much for being here tonight. Oui, merci d'être I was ici wondering, you aujourd'hui. mentioned that Vous avez Christopher Tolkien had a dit say que in Christopher what you Tolkien were supposed to illustrate avait when you did. son mot à dire sur vos illustrations. Who else had a say in what Qui you have d'autre to illustrate for a book? Do you choose almost everything, or do you have like vous guidait? stuff that Est-ce you que have to vous do because the editor choisissez wants to, for example? totalement vos illustrations, ou est-ce que vous avez des éditeurs qui, par exemple, vous dirigent un petit peu? La plupart du temps, on me donne carte blanche, ce qui évite à l'éditeur d'avoir à trop réfléchir sur le sujet. Très souvent, quand on veut avoir une bonne relation, il faut une certaine confiance. Donc en général, on pense un peu de la même manière, on comprend ce que l'autre attend. En général, quand on vous choisit en tant qu'illustrateur, c'est qu'on connaît votre manière de travailler. Donc en général, je fais des sortes de brouillons, des esquisses très rapides pour montrer ce que j'ai l'intention de faire. Alors peut-être qu'à ce stade, on va avoir une discussion. Et comme je l'ai déjà dit avec Christopher Tolkien, il avait
une manière très précise de penser les ouvrages de son père. Et donc, comme je vous le dis, je fais quelques essais. Peut-être qu'on va me faire quelques commentaires, notamment si je n'arrive pas à mettre suffisamment de variations qui correspondent à l'histoire que j'illustre. Mais de manière générale, je dois dire que on me laisse faire la plupart du temps. Bonsoir. Vous avez expliqué que dans votre manière de dessiner un paysage, par exemple, votre propre expérience a une influence. Est-ce que certains de vos voyages ont eu une influence directe sur vos illustrations? Oui, absolument. Je dirais que les lieux qui ont le plus d'impact sur mes illustrations, ce sont les lieux près de chez moi, notamment Dartmoor, dans la West Country, au sud-ouest de l'Angleterre. C'est une atmosphère un peu glauque, étrange, avec des rochers. C'est un paysage un peu marécageux, il y a des bois, des rivières, donc toutes les choses que je recherche dans les paysages que je dessine finalement. Donc Dartmoor, très clairement, les montagnes de Snowdonia au Pays de Galles, l'Écosse et la Nouvelle-Zélande, évidemment. C'était un régal d'avoir l'occasion de découvrir la Nouvelle-Zélande pour essayer d'y retrouver la Terre du Milieu. Ce sont vraiment des paysages merveilleux. Mais par exemple, je n'ai jamais été en Scandinavie, je n'ai jamais été en Suède ou en Norvège, et j'aimerais partir là-bas pour voir si j'y découvrirais quelque chose qui me servirait dans mes illustrations. Bonsoir. Oui, j'ai une première question. Certaines des illustrations qui sont passées à l'écran correspondent exactement à ce qu'on voit dans les films. Alors, je sais que vous avez travaillé avec d'autres illustrateurs pour le film. Est-ce que Peter Jackson a pris vos dessins et les a transformés en un film, ou est-ce que vous avez eu un travail de collaboration avec d'autres? Oui. Alors, ça a été une collaboration très intense. Donc, non, dans ce cas en particulier, personne n'a eu une totale liberté. À part Peter, et même lui, je ne suis pas certain qu'il était totalement libre de faire ce qu'il voulait. Donc nous lui avons fait des illustrations pour lui faciliter la tâche. C'était vraiment ça le but. Donc, on commençait par le dessin d'une ville, par exemple, pour donner une idée générale du lieu. Et ensuite, on passait aux détails avec plusieurs versions jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et puis, une fois qu'il était content du résultat, à ce moment-là, on était plus libre de travailler sur les aspects spécifiques. Alors évidemment, il n'utilisait pas chacun des détails. S'il avait fait ça, il n'aurait rien eu le temps de faire d'autre. Parce qu'évidemment, nous, on doit dessiner chaque fenêtre, chaque poignée de fenêtre. Donc, ça va à un niveau de détail tel que, une fois qu'il était content
de la façon dont on avait dessiné Moria de manière assez générale, alors il nous laissait faire les détails sans tout vérifier. Mais on a été impliqué dans tout le processus, donc depuis le début jusqu'aux maquettes, puis ensuite on est resté pour faire les accessoires. Je suis restée pendant le tournage, on a regardé les effets spéciaux, on a travaillé dessus et Pete approuvait ces effets spéciaux. Donc il nous donnait une séquence avec beaucoup d'écrans verts. Donc, on définissait les cadres, on imaginait ce qui serait dans l'arrière-plan, on attendait l'approbation de Peter, et ensuite, c'était digitalisé, et ça recréait l'environnement. Voilà, donc c'était un processus très long, très intense, une période de travail très longue, 6 ans sur Le Seigneur des Anneaux et 6 ans pour Le Hobbit. Près de 2500 dessins sur chacun de ces 2 séries de films, et puis 1500 pour les effets, les effets spéciaux. Donc beaucoup de dessins. Et voilà, c'est une réponse un peu longue à votre question. J'avais une question sur votre travail sur les ruines. Il y a beaucoup de ruines, par exemple celle de la Moria, dans Le Seigneur des Anneaux. Et je me demandais comment vous imaginiez des endroits, comme Osgiliath par exemple. Est-ce que vous imaginiez leur passé glorieux ou vous les inventiez à l'étape de la ruine ? Donc, quel est le processus de création d'un dessin pour des ruines? C'est intéressant, en fait. Est-ce qu'on commence avec une forme de ruine et qu'on imagine que ça a du sens, ou est-ce qu'on commence par le bâtiment dans toute son intégrité? Dans les films, en fait, tout doit être cohérent d'un point de vue architectural, parce que la caméra se déplace en permanence et montre en fait la logique de ce que vous avez imaginé. Par exemple, avec Dor-Gadur, dans Le Hobbit, il fallait, comme tout était construit en forme de tour, il fallait, tout ensuite était fabriqué après d'un point de vue numérique, mais il fallait imaginer la forme pour qu'ensuite il puisse imaginer à quoi ces tours ressembleraient une fois arrivés à l'état de ruine. Donc c'est comme ça que je fais en général. C'est vrai que j'imagine tout le bâtiment, toute la structure d'abord, et ensuite je la réduis en ruine. Et puis ensuite je fais la même chose pour les objets. Par exemple, une statue abîmée, je vais d'abord l'imaginer sculpté comme un objet abouti, terminé, et ensuite je vais prendre ces éléments et je vais les déplacer dans une ruine. En fait, c'est très difficile pour un sculpteur de ruiner sa propre œuvre. Donc en général, je demandais à un sculpteur de travailler sur une œuvre et puis ensuite je le déplaçais pour qu'un autre travaille sur la ruine. Merci pour votre travail. Ma question porte sur la création des décors. Je me demandais s'il y avait des choses qui étaient difficiles à reproduire à partir de vos illustrations ou de celles du travail des autres, et si vous avez parfois rencontré des limites en termes de possibilités, en fait, de ce qu'on peut faire quand on crée des décors.
Votre question, c'est de savoir si les illustrations précédentes ont pu être utilisées telles quelles, ou s'il y avait simplement des difficultés majeures qui se présentaient pour recréer tel ou tel élément. Est-ce que parfois il fallait faire des modifications, adapter les choses? Oui, parfois c'était un processus de création assez tortueux parce que parfois les choses ont l'air très bien sous forme de dessin et ça fonctionne et je suis satisfait du dessin et Peter Jackson est satisfait du dessin. Et puis ensuite quelqu'un fait une maquette et là on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Et Peter dit « Ah non, ça ne marche plus, je ne l'aime plus ». Et donc, on revient dessus, on ressort le dessin, et il faut repartir du début, en fait, et refaire un nouveau dessin. Il y avait un décor dans la Laurienne, par exemple, un décor en particulier qui était difficile. Parce qu'il y avait un niveau de détail et une lumière et en même temps il fallait que ce soit très gracieux. Et c'était très difficile de faire ça avec du polystyrène et de la plasticine et tous ces matériaux de décors de cinéma. Parfois, il y avait des choses qui mettaient un petit peu de temps avant d'aboutir à un résultat satisfaisant. Bonjour, je m'appelle Alexander, je suis un grand fan de votre travail. Et ma question, c'est est-ce que vous pouvez signer mon livre? Oui, il y aura une séance de dédicace juste après cette rencontre. Mais oui, je m'assurerai de signer votre livre. Vous serez le premier. Bonjour, j'ai une question sur l'impact de votre travail sur l'imaginaire des lecteurs à propos de la Terre du Milieu, parce que votre travail est vraiment célèbre, en tout cas pour toute ma génération, par les livres et puis par les films. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que votre travail a eu un impact si puissant sur les images que les lecteurs se font de la Terre du Milieu? Vous avez mentionné le fait que quand vous avez découvert Tolkien, vous aviez 17 ans. Parfois, quand on lit des livres fantastiques, on aime aussi se créer nos propres images. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que certaines personnes qui ont vu les films ont peut-être pensé à votre travail avant d'imaginer leurs propres images? Oui, merci. Pour être tout à fait honnête, si je m'inquiète trop de ça, je serais complètement paralysée. Je ne ferais plus rien si je m'inquiétais trop de ça. Mais c'est vrai que j'y pense quand même. Et c'est en partie la raison pour laquelle, quand j'illustre un livre en particulier, j'essaie toujours d'avoir un peu de recul, me mettre en retrait et de ne pas m'interposer entre le texte et le lecteur. C'est la raison pour laquelle je me concentre davantage sur les choses que l'auteur ne décrit pas forcément en détail. Par exemple, s'il décrit un moment qui se passe entre deux personnages, je vais réfléchir davantage au décor, à ce qui se passe en arrière-plan. Mais j'ai conscience de ça. Ceci étant, j'ai aussi conscience que dans une certaine mesure, j'ai reçu ces images par la lecture du texte, en le lisant de très près, et il faut que je fasse confiance au fait que les autres qui lisent ce texte ne seront pas trop éloignés de ma vision.
Et puis il y a aussi cette préoccupation de ne pas surdessiner. Si on met trop de détails, on peut se faire embarquer et surcréer. Un personnage comme un orque, par exemple, vous voulez qu'il ait des bras extrêmement complexes, sophistiqués. Et en fait, ce que Tolkien décrit, c'est quelque chose qui porte une cotte de mailles et un casque. C'est pas recouvert de cornes ou de pointes ou de... Tous ces éléments qui font peut-être plus penser à Donjons et Dragons et ce genre de choses. Donc, j'essaie de respecter le texte et de me mettre un petit peu en retrait et de ne pas trop m'enthousiasmer, trop m'emballer et de me concentrer davantage sur l'atmosphère et j'espère que ça fonctionne dans ce sens-là pour tout le monde. Bonsoir. Merci pour tous ces éclairages que vous avez apportés sur votre travail. J'ai une question très fondamentale sur vos influences. Y a-t-il des artistes, des peintres qui vous ont influencé? Are there any artists or painters that have influenced you? I'm thinking of Gustave Doré, maybe, or... Peut-être Gustave Doré. En fait, il y en a beaucoup. J'étais extrêmement attirée par les peintres pré-raphaélites quand j'ai découvert leurs tableaux pour la première fois. Les peintres victoriens en général. Il y a une dimension d'illustration en fait dans leur travail, une approche très similaire à l'illustration, mais aussi les peintres de paysages comme Turner. Des illustrateurs comme Rackham et Julep. Albert Dürer. Dürer, pardon. Bien sûr, Léonard de Vinci, Botticelli. En fait, je suis inspirée par tellement de peintres que c'est une histoire de l'art complète si je commence à vous énumérer tous les peintres qui m'ont inspirée. Mais je pense que ce qui distingue ceux qui m'ont particulièrement plu, ce sont ceux qui savaient très bien dessiner. Et c'est manifeste. Par exemple, Dürer, Rembrandt, et certains illustrateurs aussi du XXe siècle qui ont un dessin extrêmement dynamique, très énergique. Mais c'est vraiment une question sans fond. Je pourrais passer toute la nuit là-dessus. Bonsoir, merci d'être là. Je voulais savoir s'il y a une différence entre votre processus créatif quand vous dessinez avec un crayon et un papier ou quand vous utilisez l'ordinateur pour faire des illustrations numériques. Bien, très souvent, quand je fais quelque chose sur un ordinateur, c'est précisément pour un film. Mais je commence souvent, de toute façon, par un dessin en crayon. Après, je scanne ce dessin et ensuite je retravaille à partir de là. Mais en fait, être devant un ordinateur ou avoir un stylet et une tablette, regarder un écran, ce n'est pas si différent du travail de croquis sur un carnet. La différence, c'est simplement la qualité du trait. Ça peut être un petit peu plus brouillon. Il y a quelque chose
dans le côté analogique qu'on a dans le matériau, comme le fusain, le crayon, qui est vraiment très difficile à reproduire avec un écran d'ordinateur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonsoir, merci d'être venu et pour cette formidable rencontre. J'ai 2 questions qui sont liées à vous poser. La première, c'est quelle est votre œuvre de Tolkien préférée? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez trouvé qu'il était plus difficile de dessiner pour une histoire de Tolkien en particulier? Est-ce qu'il y a des récits qui sont plus difficiles? Certains sont peut-être plus descriptifs. Et quand il vous manque des détails dans la description, comment est-ce que vous vous débrouillez? Pour répondre à la deuxième partie, parfois c'est très bien de manquer de détails dans les descriptions. En fait, ça laisse un petit peu plus de liberté. Je crois que les enfants de Húrin ont été difficiles pour moi parce que c'est vraiment une histoire très forte, très tragique et qui peut vous rendre assez malheureux en fait. J'étais assez malheureux en l'illustrant. Je pense que je vais en revenir encore une fois à cette idée que je suis plus émue, plus intéressée par les paysages, le monde qui environne les personnages. Donc, pour faire un portrait convaincant d'un personnage en particulier, c'est vraiment quelque chose, une entreprise colossale. Et ça ne fonctionne pas toujours exactement comme ce qu'on avait en tête. Mais je pense que Les Enfants de Húrin était probablement le livre le plus dur. Et Beren et Luthien étaient peut-être le plus facile. Le Hobbit était très agréable à faire. Le Seigneur des Anneaux, j'ai pris du plaisir, mais il m'a fallu 18 mois. Voilà. Mon histoire préférée de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Stand up, please, so we can see you. Ah. Est-ce que votre expérience avec les films a eu une influence sur votre façon de travailler? Peut-être votre façon de composer les images? Est-ce que vous aviez peut-être aussi un impact sur l'intensité dramatique de vos créations? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous diriez que l'expérience que vous avez eue sur les films a eu une influence sur votre travail? Sur la composition des images et l'intensité dramatique? Oui. Cela a un impact. Une des différences principales quand on travaille sur un film, c'est que le format est différent. Il y a cet écran large. Ça me plaît beaucoup. Le format 3/5. Et ça me manque quand je reviens à un livre après avoir travaillé sur un film. Ça donne beaucoup plus de liberté pour composer.
Quand on travaille sur un format portrait, on est un petit peu obligé d'empiler les choses dans une certaine mesure. Alors que quand on a cette largeur d'écran, comme toile de fond, c'est très agréable. Et je crois aussi que, travaillant sur les films, sur Photoshop, en faisant tous ces effets visuels, ça a peut-être élargi les possibilités de ce qu'on peut faire en fait avec l'illustration. Ça a peut-être m'a ouvert des nouvelles possibilités de réfléchir les choses de façon plus dynamique. Je ne sais pas forcément quoi ajouter. Est-ce que ça répond à votre question? Bonsoir. J'ai une question complexe. Je voudrais savoir, on a vu à l'exposition plusieurs illustrations d'architecture et je me demande si vous avez recréé des choses pour le film. Parce que par exemple, les villages d'elfes étaient plutôt Art Nouveau en style. Quand on prend les nains, l'architecture que vous utilisez est totalement différente. Alors, est-ce que vous avez utilisé de nouveaux styles architecturaux pour le film, par exemple? Alors, je n'ai jamais dit au producteur non, on ne peut pas faire ça. Alors là, c'était absolument impossible. Donc, mais si je prends l'exemple des films du Hobbit, effectivement, là, il y avait des paysages nouveaux, des paysages que l'on n'avait pas abordés dans Le Seigneur des Anneaux, des paysages nouveaux, les comtés, les régions des lacs, certains royaumes de nains. Et donc, on a effectivement eu à créer de nouvelles choses. Mais finalement, si on résume, il s'agit de résoudre un problème. On a des contraintes, effectivement, notamment de coûts. Mais j'aime assez cette idée de résoudre un problème quand on est un illustrateur. On doit vraiment croire quelque part qu'on peut tout dessiner. Les seules choses que je ne sais pas dessiner, c'est par exemple des vaisseaux spatiaux ou même des choses comme des voitures, parce que c'est trop moderne. Parce que dès qu'on les a dessinés, ça ressemble à une antiquité. Alors j'ai fait quelques couvertures de science-fiction et ça ressemble vraiment à de la science-fiction du 19e siècle. Donc, oui, il y a des limites à ce que je peux faire, moi, personnellement. Mais heureusement pour moi, on ne me demande jamais vraiment d'aller trop loin dans ce genre de choses. Donc, quelque part, je sélectionne ce que je sais faire, ce avec quoi je suis à l'aise, à travers les histoires que je choisis d'illustrer. Alors peut-être une ou deux questions. Bonsoir, merci d'être ici et de partager votre connaissance et votre expérience avec nous. Ma question c'était, est-ce que vous avez apprécié l'exposition et qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oui, je l'ai trouvé super. J'ai pu visiter l'exposition juste avant de venir ici. Mais j'ai aussi vu l'exposition d'Oxford 2 fois, et puis j'ai eu la grande chance de pouvoir voir les archives d'originaux de très près à Oxford. Et donc, j'ai pu regarder l'œuvre de Tolkien de très près. J'aime beaucoup les dimensions supplémentaires que la BNF propose, c'est-à-dire voir les artefacts, les armures, ce genre de choses. Donc c'est une expérience tout à fait différente, je trouve. Et j'ai trouvé ça très agréable, peut-être plus même que l'exposition que j'ai pu voir à Oxford. Bonsoir. Comment vous trouvez le passage de vos illustrations papier à l'illustration en film? Est-ce que vous vous sentez plus proche du dessin, du film? Peut-être pourriez-vous répéter la deuxième partie de la question? Est-ce que vous trouvez ça intéressant de voir vos illustrations se transformer en film, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a des pertes dans le processus? Non, moi je pense jamais à ce processus comme une perte. Non, c'est une transformation. On a toujours l'illustration d'origine, donc on ne la perd pas. Bon, même si l'illustration en question est restée en Nouvelle-Zélande. Mais je trouve au contraire que c'est une aventure absolument merveilleuse. Prendre un dessin et puis voir comment il peut être transformé en quelque chose de 3D. Un lieu que l'on peut visiter, quelque chose de tangible dans lequel on peut se promener. C'est absolument extraordinaire. Donc, je dirais qu'en général, c'est plutôt une expérience extrêmement positive. Merci beaucoup. C'était la dernière question de la soirée. Alan, merci encore de votre temps. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.